Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les réseaux YOLO. Dans la dernière vidéo, on a vu la théorie concernant les réseaux YOLO. Je vais dire qu'on a vu le minimum parce qu'il y a encore des choses qui ont été apportées dans la version 3. Donc on a vu ce minimum et aujourd'hui on va essayer d'implémenter tout ça avec TensorFlow. Alors on va déjà commencer par récupérer un dataset et pour ça on va aller sur le site kaggle.com. Je vais aller dans Dataset, donc pour rappel c'est un site qui organise des compétitions, mais ils ont aussi un menu Dataset dans lequel il y a pas mal de bases d'apprentissage et il ne faut pas penser que ce sont uniquement les bases d'apprentissage qui ont servi aux compétitions, il y a bien d'autres bases ici, donc c'est assez pratique lorsque vous en cherchez. Je vais taper malaria et on va récupérer ceci, voilà, malaria bounding boxes. Et ici, on a un certain nombre d'images avec les fichiers, voilà, donc ça ressemble à ça, avec le fichier qui contient donc tous les rectangles qui entourent chacun des objets que l'on voit ici. Donc ici, essentiellement, des globules rouges. Pour le récupérer, bien sûr, n'oubliez pas de vous enregistrer et de vous connecter ensuite. Et vous pourrez récupérer ce dataset qui fait tout de même environ 2 gigabits. Donc les images ressemblent à ça. On voit qu'il y a différents objets, donc il va falloir les reconnaître. Et on a justement... alors la base d'images est commune à la base d'entraînement et à la base de test. Mais on a justement deux fichiers, donc c'est bien, c'est pratique, on n'aura pas besoin d'extraire une partie des images de training.json. Donc c'est un fichier JSON, je vais utiliser le reader du site qui est bien. Voilà, on a une référence pour bien sûr chacune des images. On va ouvrir ça. Dedans, on a des informations sur l'image. Alors il y a le checksum de l'image, je ne l'utiliserai pas. Il y a le chemin de l'image avec son nom. Il y a ici la géométrie de ces images. Bon, donc on voit que ce sont des images en couleur dont la géométrie est ici. Et on a surtout dans Object la liste des rectangles qui entourent les objets. Donc on en a un premier ici avec le minimum. Alors on a les coordonnées du point en haut à gauche et les coordonnées du point en bas à droite. Et on a aussi la catégorie, donc là on a donc un rectangle qui entoure red blood cell, donc ici un globule rouge. Voilà, donc il y a pas mal d'objets par image. Ici par exemple dans cette première image, il y a tout de même 73 objets. Alors les 3/4 sont des globules rouges, mais il y en a d'autres et on essaiera de tous les détecter. J'ai récupéré le dataset, donc j'ai les images qui sont ici. Il y a le fichier training.json. Et si on regarde, donc j'ai regardé les différents objets qui étaient présents dans ce fichier. Il n'y en a pas des masses, il y en a 7 en tout, donc ils sont ici. Ce que l'on peut voir, c'est que des globules rouges, c'est assez logique, et il y en a énormément. Et les autres objets sont plutôt rares, sauf le trophozoïte, qui est présent sur quasiment toutes les images. Donc comme il est un peu présent, on en a en général un ou deux, pas plus, par image, et encore sur les 3/4 des images, je vais me donner pour objectif d'aller détecter ce truc étrange, ce truc avec ce nom étrange, ce trophozoïte. Et ça sera un objectif qui sera pas mal, donc avec ce réseau YOLO. Alors, ce que l'on va faire, donc, c'est déjà lire ce fichier JSON, et ce que je vais faire, comme assez souvent, comme on a assez peu d'images avec ce trophozoïte que je me suis donné pour objectif de rechercher, on va déjà multiplier les images du dataset. Donc on va faire un certain nombre de transformations géométriques dessus, des transformations de géométrie, des transformations, et on va essayer donc de multiplier un petit peu les images. Voilà du coup une première fonction, donc on va lui donner le nom du fichier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ça avec une librairie qui est ici, qui est JSON, donc qui est pratique pour lire ces fichiers.
On va faire ici un open et on va lire. On va récupérer donc toutes les lignes avec json.load en lui donnant ici le fichier. Et ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est parcourir chacun des éléments de ce JSON pour pouvoir en extraire les différentes informations. Déjà dans image passName, hop, si je reviens ici sur mon reader de JSON, dans image passName, donc pour rappel, j'ai le nom du fichier PNG. Donc je vais récupérer ce nom de fichier que je vais donner à une fonction qui, elle, va aller lire l'image, va aller lire tous les objets qui sont dedans, puisque pour rappel, on a les informations avec les boîtes dans Object, ici. Donc je vais lui donner ces deux choses, le pass, le chemin avec l'image et la liste des objets. Et cette fonction va me renvoyer un certain nombre d'informations, l'image, les labels et label 2, on va voir ce que je mets dedans. Dans la fonction prépare label, je vais déjà commencer par lire mon fichier image que j'ai donné ici en paramètres et je vais le lire avec imread. Je vais utiliser OpenCV pour récupérer l'image sous forme de tableau. Puis je vais faire un premier test. Alors là, je l'ai mis entre dièses. Je fais un premier test juste pour être sûr que dans mon image, il y ait bien l'objet que je cherche. Donc voilà, je vais juste chercher dans les catégories. Si je reviens ici, voilà, la catégorie est indiquée comme ça, hein. Elle est dans l'objet. Donc je vais juste regarder que la catégorie, que ce trophozoïde, pardon, existe bien dans l'objet que je suis en train de regarder. Donc là, si vous récupérez mes fichiers et que vous l'adaptez à un problème que vous allez faire, il faudra bien sûr enlever ça qui est très spécifique à ce que je vais faire aujourd'hui. Une fois que j'ai fait cette vérification, je vais faire la chose suivante. Alors déjà, je vais faire un resize. On va faire un premier changement de géométrie. Je vais faire un zoom sur l'image parce qu'avec une image, je vais en générer plusieurs. Si je reprends l'image qu'on avait tout à l'heure, non, il faut que je reprenne ici. Voilà, par exemple, prenons celle-ci. Voilà, donc ici on voit, alors je me suis habitué à les voir, il faudra me faire confiance, ça c'est un trophozoïde par exemple. Je vais en générer plusieurs en faisant des zooms, donc je pourrais en avoir une peut-être qui est très zoomée, une qui prend toute l'image, et à partir d'une seule image, je vais en générer plusieurs. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais un calcul, je prends un coefficient d'échelle aléatoire entre 1,1 et 2,5. Et je vais faire un resize de mon image que j'ai ici redimensionné avec le coefficient tiré aléatoirement avant. Je vais ensuite faire avec des fonctions que j'utilise très souvent, hein, que j'utilisais souvent sur cette chaîne, juste quelques changements de luminosité ici, toujours en lui donnant des nombres aléatoires. Et je vais aussi y ajouter du bruit. Maintenant que j'ai fait mes modifications, je vais juste faire un petit calcul du décalage. Donc un autre décalage, encore une fois que je vais faire de façon aléatoire. Je vais aller prendre donc une sous-image de mon image, donc peut-être que j'aurai quelque chose qui sera par là. Du coup, il va falloir que donc, je tire ce décalage aléatoire. Il va me servir non seulement pour extraire une partie de l'image, mais il va aussi me servir pour les décalages sur les boîtes, puisque tout à l'heure, il faudra faire des décalages sur chacune des boîtes associées à l'image. Ensuite, toujours pour augmenter ma base, je vais faire un certain nombre de symétries. On a une fonction dans OpenCV qui s'appelle flip, qui permet de faire des symétries. On lui donne le nom de l'image et ensuite on lui dit quel type de symétrie on veut. Si on lui donne flipcode égale 0, on aura une symétrie verticale. Si on lui donne un nombre égal à 1, bon, là ils mettent positif, on aura une symétrie horizontale. Et si on veut symétrie horizontale et verticale en même temps, il suffit de donner un flipcode négatif, par exemple égal à 1. Je vais donc tirer un nombre aléatoire. Donc ici, je fais ça avec
np.random.randint, en donnant 4, j'ai un nombre entre 0 et 3, 3 compris donc. Si c'est égal à 3, en fait, je ne ferai aucune transformation. Sinon, je ferai la transformation suivante. Donc, je mets -1 pour lui donner soit -1, soit 0, soit 1. Et donc, ça va appliquer les symétries que l'on a vues ici. Je vais maintenant pouvoir préparer mes labels. Donc, j'en ai deux. Le deuxième, on va voir à quoi il sert tout à l'heure. Il va me simplifier la vie. Il va me permettre de me faciliter certains calculs. On va déjà commencer par le premier. Alors le premier, ça va avoir en gros la géométrie du tenseur de sortie. Pour rappel, si on revient 2 secondes dans l'article, donc il fallait découper l'image en cellules. Dans mon fichier config, j'ai mis cellule Y et cellule X. Alors moi, je vais découper l'image ici en 16 cellules sur 12. Donc 12 verticalement et 16 horizontalement, puisque les images sont légèrement allongées. Je vais découper ça donc en 16 sur 12. Ici, je vais prendre 3 rectangles. Ce sont les 3 anchor box, les boîtes d'ancrage dont je vous ai parlé la dernière fois. Il faudra, on va le voir tout à l'heure, fixer la géométrie de ces boîtes. Donc le nombre de boîtes est ici. Et ensuite, on a les 5 informations plus le nombre de classes. Donc les 5 informations, hein, je répète, c'était XY, les coordonnées du point au centre du rectangle, la hauteur, la largeur et ensuite notre indice confidence, c'est-à-dire cet indice qui nous dit si un objet est présent ou pas dans le rectangle. Et on va y ajouter le nombre de classes. Alors le nombre de classes, moi j'ai dit que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y a 7 objets différents. Donc voilà quelle va être la géométrie de ce tableau label qui va donc ressembler à la géométrie du tenseur de sortie du réseau de neurones. Je vais ensuite créer un deuxième tableau de label et ce tableau va contenir l'ensemble des objets du dataset, mais dans un format un peu particulier qu'on va voir un tout petit peu après. C'est quelque chose qui va me faciliter la vie lorsque je vais faire mes calculs, notamment les calculs de perte. Bien, donc je peux partir chercher tous mes objets. Donc dans Object, on va tous les parcourir et on va récupérer donc les informations de cette façon. Donc si je reprends, voilà mon fichier ici, mon JSON. Hop, je vais prendre le premier objet. Voilà, on avait vu que dans Bounding Box, on a ici minimum et maximum. Donc c'est ce que je vais récupérer ici. Et le X et le Y s'appellent R et C. Bon, donc c'est comme ça qu'on va récupérer toutes les coordonnées des boîtes. Comme ici j'avais fait une symétrie horizontale ou verticale ou les deux, il va falloir en fonction du nombre qui a été tiré ici aléatoirement, faire quelques petites modifications sur les boîtes, puisque si je fais une symétrie par exemple horizontale sur mon image, on a les rectangles qui vont bouger de place. Alors selon qu'on le fasse une symétrie horizontale ou verticale, on va avoir l'objet qui va passer de gauche à droite ou de droite à gauche, ou de haut en bas ou de bas en haut. Donc ce sont toutes les petites transformations que je fais ici, donc qui vont dépendre de la variable flip. Une fois que j'ai fait mes calculs, il va falloir que je normalise mon xmin et mon y, alors à qui je vais retirer donc le décalage dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque je vais prendre qu'une sous-partie de l'image. Il va falloir que je normalise ça sur la taille de la cellule, puisque l'objectif, si je reprends mon document YOLO, comme je l'avais dit la dernière fois, YOLO va nous dire que dans une des cellules ici, il y a un objet, et ensuite on va avoir les coordonnées de cet objet. Il faudra que les coordonnées de cet objet soient normalisées entre 0 et 1, puisqu'ils vont nous être donnés par une sigmoïde, hein, par la fonction logistique. De telle manière à ce que le point qui serait en haut à gauche aurait pour coordonnées 0, 0, et le point en bas à droite aurait pour coordonnées 1, 1. Si je reviens donc à mon code,
je vais donc normaliser ici dans Rx et dans Ry, il y a la taille de la cellule. Je fais le calcul ici, voilà, c'est la largeur de l'image divisée par le nombre de cellules selon X ou selon Y. Donc voilà, donc là, je fais mon décalage et ensuite je normalise sur la taille de la cellule. Une fois que j'ai fait ça, alors ici, je calcule l'aire du rectangle que je vais mettre dans label 2 avec tout un tas d'autres informations. Pourquoi je calcule l'aire? Parce que pendant l'apprentissage, si vous vous rappelez bien, sur la phase de calcul de perte, je vais avoir besoin de faire des calculs d'IOU. Donc pour éviter au fil des cycles de passer mon temps à recalculer des aires, je les fais une fois pour toutes et je les mets dans ce tableau. Donc dans ce tableau label 2, qui va contenir, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les objets, je vais y mettre xmin, ymin, xmax, ymax. Ça me servira pour les calculs IOU. Je vais y mettre l'aire. Je vais mettre 1 ici pour indiquer qu'il y a un objet. Et je vais mettre l'ID de la classe que j'ai récupéré ici un petit peu plus haut. L'ID de la classe est... Voilà. Et ici, on le récupère dans catégorie. Voilà pour le tableau label 2. Je vais maintenant avoir besoin de mes encres, puisque la dernière fois, si vous vous rappelez bien, j'avais dit que on avait des objets dans notre base d'apprentissage et qu'on allait créer ces anchor box, ces boîtes d'ancrage à la création du réseau. Donc moi, j'en ai créé 3. Je pars sur 3. Elles sont définies ici. Ici, on a la largeur et la hauteur. Alors, je les ai normalisées selon la taille de... en fait, c'est une proportion par rapport à la taille de la cellule. Donc là, quand je mets 3 et 1,5, je suis en train de dire que la première boîte va être plutôt horizontale. Enfin, va être horizontale. Elle aura une largeur de 3 fois la taille d'une des cellules et 1,5 fois la hauteur de la cellule. Ici, ça va être 2 fois, ça va être une boîte carrée. Donc, 2 fois la surface d'une cellule, et ici c'est une boîte horizontale, c'est la même que celle-là, mais verticale, ça va être une boîte verticale. Donc j'ai une boîte horizontale, une boîte carrée, une boîte verticale. Et si vous vous souvenez bien, j'avais dit que il faut calculer avec chacune de ces boîtes d'ancrage l'IOU des objets pour savoir quelle est la boîte d'ancrage qui va prendre en charge l'apprentissage de l'objet. Donc c'est ce que je fais à partir d'ici. Ici, je fais mes calculs pour centrer en fait la boîte d'ancrage sur l'objet. Et je vais faire ici mes calculs d'IOU pour récupérer au final la boîte qui a le meilleur IOU. Donc c'est ce que je fais dans toute cette partie. Une fois que j'ai récupéré le meilleur IOU, je sais dans quelle boîte il va falloir ranger mon objet. Et donc c'est ce que je fais ici, je remplis le fichier de label de cette façon. Donc voilà, on calcule les IOU avec, hop, c'est plutôt ici, on calcule les IOU avec toutes les boîtes d'ancrage et ensuite on remplit le tableau de label. Bien sûr, quand on le remplit, je vais dire, au format YOLO. Ce qui veut dire que les deux premiers paramètres qui vont être le X et le Y, c'est le X et le Y qui sont le centre du rectangle. Et le deuxième, donc là on a 0, 1, 2 et 3 vont être la largeur et la hauteur du réseau. Ici on va mettre 1 pour indiquer qu'il y a quelque chose dans ce rectangle. Et on va y mettre de cette façon, on va indiquer la classe de l'objet. Voilà, mes tableaux de labels sont prêts. J'ai défini mes encres de façon arbitraire, mais peu importe. On va voir que ça marche bien. J'ai défini mes encres, j'ai fait mes calculs d'IOU, je sais quel rectangle va prendre en charge tel ou tel objet. Maintenant, je vais faire le choix d'un modèle. Si on reprend l'article de YOLO V1, on avait quelque chose d'assez classique. On avait donc ce réseau convolutif avant, des traitements de convolution et des max pools. Donc un certain nombre en série, on arrive sur une couche complètement connectée et ensuite on a notre tenseur de sortie.
Dans YOLO V2 et V3, ceci a un peu évolué. Donc je vais passer, je vais suivre, je vais dire, les conseils qui ont été donnés dans d'autres articles. Je ne vais pas mettre cette couche ici complètement connectée, mais on va avoir quelque chose qui va presque ressembler à ça. Alors ça, c'est le YOLO V3. On oublie la partie qui est au-dessus pour le moment. Mais là, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas la couche complètement connectée. Et ce que l'on peut remarquer aussi, et j'ai fait pas mal d'essais et j'ai vu pas mal d'implémentations. Souvent, c'est fait comme ça et visiblement, ça donne de meilleurs résultats que j'ai pu aussi constater. Ici, ce que l'on voit sur la géométrie de sortie, c'est que le choix qui a été fait, c'est de prendre 13 cellules sur 13 cellules. On retrouve cette même géométrie sur les cartes de caractéristiques qui sont juste avant. Donc je vais m'inspirer de ça et faire la même chose. Donc on va partir de la fin et je vais remonter comme ça tout le long du réseau pour déterminer la géométrie de l'image en entrée. Deuxième choix de ma part, je ne vais pas tout à fait prendre un réseau convolutif, je vais prendre un réseau résiduel parce que je sais qu'il marche très très bien. Donc je vous conseille de regarder la vidéo que j'avais fait ici sur les réseaux résiduels. Je ne vais pas réexpliquer tout ce que j'ai expliqué ici. Je l'avais fait en version en TensorFlow 1. Donc je vais le refaire ici, mais ça sera en TensorFlow 2. Du coup, c'est l'occasion de montrer comment on fait ça en TensorFlow 2. Mais je vais aller beaucoup plus vite puisque j'ai expliqué le principe de ces réseaux ici dans cette vidéo. Donc regardez-la avant si vous avez des difficultés avec ce type de réseau. Me voilà dans le fichier modèle. Donc je vais définir un bloc ResNet. Donc c'est ce qu'on avait vu dans le tutoriel dont je viens de parler. J'ai fait le choix de celui-là qui marche pas trop mal. Je ne vais pas prendre par contre la fonction de rectification linéaire classique, mais je vais prendre celle-là. Je vais suivre les conseils qu'il y a dans l'article de YOLO V2. Donc on fait des traitements de convolution. C'est ce qu'il est ici, traitement de convolution, la normalisation, une couche de fonction d'activation, une convolution, et ensuite ici on fait un plus. Donc c'est ce que je fais dans le bloc qui est ici. Je passe rapidement puisque j'ai consacré une vidéo à ce type de réseau. Ensuite, j'ai plus qu'à faire appel à ce bloc ResNet. Voilà, j'y fais appel un certain nombre de fois. Alors ici, quand il y a trou, ça veut dire que l'on réduit le réseau de neurones. Voilà, ça veut dire qu'ici, on fait une réduction. Je ne fais pas la réduction avec du max pool. Je fais la réduction en mettant un stride de 2 dans un traitement de convolution. C'est de cette façon que je vais réduire mon image. Donc voilà pour ce qui est du modèle. Il est relativement simple. Et bien sûr, en sortie, on va avoir la géométrie que l'on a vue la dernière fois, cellule Y, donc le nombre de cellules selon Y, selon X, le nombre de boîtes. Moi j'ai pris 3 boîtes d'ancrage et ensuite 5 plus le nombre de classes. Voilà, je ne m'étends pas trop sur le modèle, on va passer à la fonction de perte parce que c'est elle qui est la plus importante, c'est là que je dirais tout se joue. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est vous remontrer les formules de calcul sur YOLO V2 et V3. On avait ceci, je vais agrandir un petit peu. Voilà, déjà pour X et Y, on avait ceci. Donc ici, c'est la fonction logistique, la fonction sigmoïde qu'on va appliquer à la sortie du réseau de neurones. Et on va y ajouter les coordonnées de notre cellule. Je vais donc commencer par créer un tableau, un grand tableau qui a toutes les coordonnées de toutes les cellules. Alors, on va faire ça avec ici tfrange. Tfrange, c'est l'équivalent de range dans Python ou de np.range pour la bibliothèque NumPy. Ça va nous générer tout simplement des nombres entre 0 et le nombre qui est passé ici. Donc pour X, j'avais dit 16 cellules selon X et 16 selon Y. Donc là, ça va me générer des nombres de 0 à 15 dans le type qui est précisé ici. Et je vais faire la même chose avec les cellules Y. Donc on va aller de 0 à 11, toujours en flottant. Pour ce qui est de la fonction meshGrid, c'est justement une fonction qui est là pour nous dessiner des grilles.
Alors, on va prendre un petit exemple. Donc, je vais faire ce que j'ai fait là avec des nombres un peu plus petits. Donc là, j'ai pris range 5. Donc, je vais avoir des nombres entre 0 et 4. Et range 3, donc je vais avoir 3 selon Y. Et qu'est-ce que j'ai en sortie une fois que je demande à TensorFlow de me faire mesh grid avec ça? Eh bien, on voit que j'ai des nombres entre 0 et 4. Et j'en ai 3 lignes. Et j'ai ensuite 3 lignes parce qu'ici il y a 3. Et j'ai ensuite 3 lignes avec que des 0, que des 1 et que des 2. Donc des nombres entre 0 et 3, mais toujours avec une largeur de 5. Donc voilà ce que me donne la fonction meshGrid. Mais il va falloir que je fasse encore quelques petites transformations. Maintenant que j'ai ça, je vais faire un tfstack pour avoir en fait un tableau avec les coordonnées cx et cy. Pour rappel, c'est le calcul qu'on va faire ici. Là, ce que je suis en train de générer, en fait, c'est le tableau qui est ici. C'est-à-dire le tableau des coordonnées des cellules. Donc avec un simple tf.stack, je vais donc stacker les deux tableaux qui sont ici et ça nous donne ceci. Maintenant que j'ai stacké tout ça, je vais ajouter une dimension parce que ce que j'ai ici, c'est donc le nombre de y. Donc là j'ai y, j'ai x et j'ai 2 puisqu'il y a la coordonnée x et y. Moi, dans ma géométrie, j'ai quelque chose d'un petit peu plus complexe. J'ai une dimension en plus puisque j'ai des boîtes d'ancrage. Donc, j'ai plutôt un y, x, je vais dire l'identifiant de la boîte d'ancrage, la dimension de la boîte d'ancrage, et ensuite un 2. Donc, je vais ajouter en dimension 2, je vais y ajouter une dimension supplémentaire avec la commande qui est ici. Je me retrouve donc avec la dimension que je souhaite avoir. Sauf qu'ici, j'ai 1. Ce qu'il faut, c'est que j'ai 3 boîtes, puisque j'ai fait le choix d'avoir 3 boîtes d'ancrage. Donc, je vais récupérer l'information de cette dimension. Je vais la répéter 3 fois avec la commande tftil. De cette manière, on lui donne la grille et on lui donne ici, donc ça contient 3, c'est le nombre de box. Je vais lui dire de répéter 3 fois les informations qui sont dans cette dimension. Et donc, avec cette série de 3 lignes, qui peut paraître un peu complexe, il y a plein de petits détails, mais ce que j'ai au final, c'est exactement ce qu'il me faut ici. C'est une grille qui contient toutes les coordonnées x et y de mes cellules. Une fois que cette grille est générée, je vais venir extraire des prédictions. Je vais venir extraire le 0 et le 1 ici, donc qui correspond au x et au y. Je vais y appliquer la fonction sigmoid. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et je vais donc y ajouter la grille que je viens de générer. C'est l'opération ici. WH, je vais juste récupérer pour le moment les données brutes. Sur confidence, donc l'indice de confiance, l'indice qui me dit s'il y a un objet connu ou pas dans le rectangle, je vais y appliquer aussi la fonction sigmoid. Et enfin, je vais appliquer aussi la fonction sigmoid à chacune des classes qui me sont données par que je vais récupérer plutôt de cette façon ici. À partir du 5e rang, je vais obtenir le vecteur du 5e rang jusqu'à la fin. Je ne mets rien après le 2 points. Jusqu'à la fin, ça va être le vecteur qui va m'indiquer la classe de l'objet qui donc peut-être est présent ici. Je vais le savoir en lisant cette variable. Maintenant que j'ai mon W et mon H, donc ma largeur et ma hauteur, je vais diviser ça par 2 et je vais calculer en fait les coordonnées de ma boîte. La coordonnée du point en haut à gauche et en bas à droite de cette façon, donc en y ajoutant la moitié de la longueur et la moitié de la largeur. C'est ce que je fais ici. Et je vais calculer l'aire du rectangle qui a été prédit, puisque je vais en avoir besoin pour faire mon calcul d'IOU. Je vais extraire aussi le XY-min et XY-max dans mon label 2. Donc ça, pour rappel, ça contient l'ensemble des objets du dataset
image par image, mais là j'avais déjà rangé les informations au bon format, donc j'ai juste à les récupérer de cette façon. Et j'avais aussi précalculé l'air, donc j'ai pas à refaire le calcul, je l'ai fait une fois pour toutes. Bon, dans mon label, ici, il va falloir que je prépare les données, puisque là je suis dans la fonction de calcul de perte, hein, donc là toutes les choses que je suis en train de préparer, c'est pour calculer ma perte. Il y a une chose que je vais faire ici. Ici, je vais récupérer mon x et mon y, et là, je vais récupérer mon w et mon h, donc la largeur et la hauteur. Et vous voyez que ici, je suis en train de faire appel à la fonction log. Pour rappel, ce que j'avais dit dans la première vidéo, c'est que lorsqu'on va calculer la perte ici pour w et pour h, on ne va pas le faire avec la hauteur et la largeur du rectangle. On va le faire avec la prédiction du réseau. Et vous vous rappelez que quand le réseau avait fait ses prédictions, pour obtenir les valeurs finales, il fallait prendre l'exponentielle de la valeur et multiplier par la largeur et la hauteur de la boîte d'ancrage qui sont contenues ici. Comme moi je vais faire le calcul de perte là-dessus sur TWTH et pas sur BW et BH, il faut que je fasse la fonction réciproque de ça, puisque dans mon fichier de label j'ai ceci, mais moi je veux ceci. C'est pour ça que ici, je divise par la hauteur et la largeur de la boîte d'ancrage et je prends ensuite la fonction logarithme. Donc ce que je fais ici, c'est la réciproque de ce qui est écrit ici. Alors ici, il y a une dernière petite ligne. Il peut arriver, si on a des valeurs un peu trop grandes, il peut arriver qu'on ait comme résultat plus une valeur, mais inf. Ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous faites des calculs, d'avoir des NaN ou inf. Inf c'est pour infini, NaN c'est pour not a number. Ça veut dire qu'on allait trop loin dans les valeurs. Il y a moyen ici de rechercher ces valeurs extrêmes et ce que l'on fait ici, c'est qu'on les remplace par des zéros. Ça évitera d'avoir des erreurs de calcul. Donc il faut rajouter juste cette petite ligne ici. Elle est là juste au cas où on tombe sur des valeurs un peu extrêmes. Alors, on y est presque. Il reste encore 2-3 petites choses à voir. Ici, je vais récupérer un masque, je l'ai appelé comme ça, qui va contenir des 1 s'il y a des objets ou des 0 s'il n'y a pas d'objets. Pourquoi? Pour rappel, voilà, ça c'était la fonction de calcul de YOLO V1. On va faire, on a dit des calculs d'erreurs quadratiques, mais si vous vous rappelez bien, il fallait faire ces calculs d'erreurs uniquement quand un objet, on fait ça uniquement quand un objet est présent. Donc c'est pas un problème. Quand j'avais fait mon tableau de label, j'avais mis à cet endroit un 1 quand il y a un objet, un 0 quand il n'y en a pas. Donc mon masque est déjà fait, c'est-à-dire ceci est déjà fait et se retrouve là-dedans. Et je vais mettre là-dedans le label, en fait, la classe de l'objet. Maintenant, j'ai une deuxième chose à faire, c'est le masque non-obj, le masque quand on n'a pas d'objet. Alors si on avait été dans YOLO V1, on a dit que ici, ceci, no-obj, c'est juste non ça. Quand il n'y a pas d'objet, on fait tout de même le calcul, on fait l'erreur quadratique, comme on l'a fait quand il y a un objet. On avait juste ajouté un lambda, c'est-à-dire qu'on donne tout de même un peu moins d'importance à ce calcul. Ici, on avait lambda no-obj qui est égal à 0,5. Dans YOLO V2, alors c'est expliqué un tout petit peu après, et la dernière fois j'avais dit que ça avait fait l'objet de pas mal de commentaires dans les forums. Ici on ne fait pas tout à fait ça. On va faire le calcul d'erreur quadratique, mais on va tout de même calculer l'IOU entre l'ensemble des objets de la base d'apprentissage et l'ensemble des objets, l'ensemble des rectangles qui nous sont donnés par le réseau, par YOLO. Si il se trouve que parmi tous ces rectangles, il y a des rectangles qui ont un IOU qui est élevé, donc ça veut dire que si on a des rectangles qui sont très proches de rectangles existants dans la base d'apprentissage, alors on ne va pas faire ce calcul, on va le mettre à 0. On va éviter de faire la moindre correction si le rectangle est très très proche d'un vrai rectangle.
Donc on a des calculs d'IOU à faire, donc on a un masque là qui va être légèrement différent, c'est pas tout à fait ça. Ça va être presque ça, mais avec quelques objets en moins, des rectangles qui seraient très proches de rectangles existants. Donc c'est pour ça que ici, je vais faire mon calcul d'IOU. Pour faire le calcul d'IOU, on va procéder de la façon suivante. Alors déjà, il va falloir faire le calcul d'IOU, vous l'avez compris, sur l'ensemble des rectangles qui nous est fourni par notre réseau de neurones. On va imaginer que l'on ait deux rectangles. Donc là, on a un rectangle A et un rectangle B avec les coordonnées qui sont ici. Et on va vouloir diviser donc l'intersection qui est ici par l'union des deux rectangles. Alors pour calculer l'union des deux rectangles, c'est pas compliqué, ça va être la surface des deux moins l'intersection. Et on va juste regarder donc comment calculer la surface de cette intersection. Donc en fait, comment trouver les coordonnées des points ici et du point qui est ici. On va faire la chose suivante. Xmin donc de notre intersection, Xmin va être égal au maximum de ce point et de ce point. Ça sera les coordonnées du point qui est ici. Le X et le Y max sera le minimum du point qui est là et du point qui est ici. Une fois que l'on a ces deux points, avec cette technique, on peut remarquer quelque chose, puisque l'on va faire la différence entre les deux pour calculer la surface. Pour avoir la largeur, ici je vais faire le max moins le min, et pour avoir la hauteur, je vais faire la même chose, le max moins le min. Ce que l'on va remarquer, c'est que si on a un des deux qui est négatif, c'est que nos rectangles ici n'ont pas d'intersection, n'ont rien en commun. Donc, pour éviter le test et pour aller un peu plus vite dans les calculs, ce que l'on fait, c'est qu'on prend le maximum de la soustraction des deux avec 0. Donc si on a un nombre négatif, eh bien on n'aura pas un nombre négatif, on aura 0, sinon on aura notre nombre positif. Maintenant, on va calculer l'aire ici de cette intersection. Et si on a une des deux valeurs qui est justement égale à 0, eh bien l'intersection sera égale à 0 et du coup l'IOU sera bien égal à 0. Alors ensuite pour l'union, alors là c'est simple, on prend les deux aires des deux rectangles et on retranche cette aire ici, sinon cette aire sera comptée deux fois. Et on n'a plus qu'à faire une division. Bon, quand on en est ici, ce que l'on a là-dedans, donc c'est l'ensemble des IOU entre l'ensemble des rectangles qui ont été produits par le réseau de neurones et l'ensemble des rectangles de notre base d'apprentissage. Donc ce que l'on va faire rectangle par rectangle, c'est prendre le rectangle qui a le meilleur IOU, donc on va le récupérer comme ça avec un reduce max. Donc on va faire ça sur la dernière dimension. On va avoir le meilleur des IOU pour chacun des rectangles du réseau de neurones et on va l'utiliser pour calculer notre masque. Donc dans YOLO V1, ce que l'on avait dit, c'était que un noObj était égal à non un obj. Donc si on était dans YOLO V1, on aurait juste mis ceci. Puisque là-dedans, on a un 1 quand il y a un objet et on a un 0 quand il n'y a pas d'objet. Sauf que là, on va le multiplier par autre chose, on va faire un test et on va regarder si le meilleur des IOU est inférieur à notre seuil. Alors le seuil, je ne me rappelle plus à combien il est dans l'article, je vais le retrouver dessus, voilà, il est à 0,5. Si on a notre IOU qui est inférieur à 0,5, donc le test vaudra 1 et on va ajouter ça dans le masque parce qu'on va faire un calcul de perte. Sinon, si on est au-dessus, on a dit qu'on ne faisait pas de calcul de perte. Donc c'est ce que fait cette dernière ligne. Alors, on y est presque. On a fait beaucoup de boulot ici. C'est pas forcément évident à comprendre tout ça. Il faut y passer un peu de temps. Donc là, on y est presque. Maintenant qu'on a calculé tous nos IOU, on va pouvoir faire notre erreur quadratique. Donc c'est ce que je fais ici. Alors, je récupère de façon indépendante toutes les valeurs, les X, les Y, les W, les H.
pour les prédictions et pour les labels. Et je fais maintenant tous les calculs que l'on voit, enfin à peu près les calculs que l'on voit ici, avec les petites corrections de YOLO V2. Je fais tout ça dans les lignes qui sont ici. Donc là, on va multiplier conf mask obj, donc qui est notre fonction 1, j, la fonction ici. On va multiplier ça par le carré des différences pour x, pour y. On va faire la même chose avec w et h ici. On va faire ça sur conf, c'est-à-dire sur confidence, donc que l'on va faire avec les rectangles dans lesquels il y a des objets et avec le rectangle dans lequel il n'y a pas d'objet, au calcul d'IOU près, donc c'est ce qu'on a vu avant. Et on va faire la même chose pour la classe. Une fois qu'on aura fait ça, on a nos différentes valeurs de perte. Et on n'a plus qu'à faire, hein, on additionne tout ça à la fin, en n'oubliant pas de multiplier par les poids qui sont ici, les valeurs lambda. Donc c'est le dernier calcul qui est fait ici. Bien, alors tout ça n'est pas évident, il faut y passer un peu de temps, il ne faut pas rougir de ça, il y a beaucoup de petits détails. Une fois qu'on a compris tout ça, on en comprend la logique. Les formules restent logiques et tout ce qui est fait reste logique, mais il faut y passer un peu de temps, donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'ai lancé l'apprentissage sur 400 cycles, donc on va regarder ce que ça donne, mais juste avant, on va regarder un petit coup le programme d'inférence. Voilà, donc je vais faire appel à ma fonction readJSON, bien sûr, celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc on lui donne le fichier de test. Alors on va déjà regarder ce que ça donne avec le fichier d'entraînement et on va regarder après avec la base de test. Ici, alors tiens, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de préciser tout à l'heure quels étaient ces deux autres paramètres. Comme je l'ai dit dans la bibliothèque, lorsque je donne une image, on peut générer plusieurs images, puisque je fais des zooms dans cette image. Avec une image, je crée plusieurs sous-images. Ici, on précise le nombre de sous-images qui est créé. Donc là, par image, je vais créer potentiellement 5 nouvelles images. Et là, c'est le nombre de lignes que l'on va prendre dans le fichier JSON. Donc là, je suis en train de dire que je vais juste générer avec les 20 premiers fichiers qui vont être présents là-dedans, donc les 20 premières images, je vais faire générer potentiellement 5 images différentes. Donc on fait ça et on va donner tout ça, on va faire notre inférence ici, après avoir créé le modèle ici, dont on a récupéré les poids avec la fonction, comme d'habitude, hein, avec la fonction restore. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. J'ai tout enregistré dans ce répertoire. Comme tout à l'heure, on va créer une grille. Il va falloir recréer cette grille ici pour faire des inférences. Donc là, je refais la même chose. Je l'ai juste fait avec NP. On peut faire ça avec la librairie NumPy aussi. On trouve quasiment les mêmes fonctions dans TensorFlow et dans NP. On a beaucoup de fonctions qui sont identiques. Donc là, je crée ma grille, puisque je vais en avoir besoin pour mes inférences. Ici, je donne au fur et à mesure les images à TensorFlow. Ensuite, je peux découper et récupérer les différentes informations. Donc là, je récupère x, y, w, h. Ici, je récupère l'indice de présence, donc confidence. Ici, je récupère les classes. Et là, je vais regarder quelle est dans la classe la coordonnée qui a la plus grande valeur, ce qui va me permettre de savoir à quel objet j'ai affaire. Une fois que j'ai fait ça, donc je fais qu'appliquer ce que l'on a dans notre article, hein. Je refais les calculs qui sont ici. Voilà, toujours les mêmes, la grille, ici la fonction sigmoïde, ici exponentielle, ici la multiplication par les tailles de l'encre, puisque ce réseau se prononce par rapport à ces boîtes d'ancrage. Donc c'est ce que je vais faire ici, et je vais entourer tout ça de rectangles. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne. Voilà donc le résultat. Donc ici, dans cette fenêtre, on a la bonne réponse, hein. Donc là, c'est le fichier de label avec les objets qui sont entourés.
Et ici, on a l'inférence. Alors, c'est assez bluffant. La base est relativement petite. Pour ce qui est du modèle, j'ai pas pris au hasard, j'ai pris un réseau dont je connais l'efficacité, le réseau ResNet, mais tout de même, j'ai mis le nombre de cartes de caractéristiques, par exemple, un peu au hasard. Alors, bon, un peu avec l'expérience aussi, mais tout de même, avoir un résultat aussi bon juste sur un premier jet, c'est vraiment très surprenant. Donc là, on voit que presque tous les globules rouges, ce qui est entouré en rouge, donc ce sont les globules rouges. Et là, c'est le fameux trophozoïte que je voulais chercher. Là, le réseau est relativement sûr. L'indice qui est là, c'est l'indice de confiance. Hein. Donc ça, c'est confidence. Donc on voit que le réseau est plutôt sûr de lui. Et là, on a un premier résultat qui est pas mal. On va aller voir l'image suivante. Alors là, elle est un peu dure à lire. Mais alors, il y en a un ici et un ici. Et il a réussi à les trouver. Et il est sûr de lui à 100%. En tout cas, l'indice de confiance, c'est à 100%. On va en faire 2 ou 3 autres. Alors là, c'est un peu illisible. Je vais aller en chercher une autre. Je vais essayer d'en prendre. Avec les trucs au-dessus, on a un peu de mal à voir. Mais bon, on voit que le résultat est bon. Hein. Là, il a presque tout entouré. Notre trophozoïte est caché ici. Et on voit qu'il a bien détecté. Donc voilà pour ce réseau YOLO. Alors là, on voit la force de YOLO. Vous voyez ici, par exemple, on a beaucoup d'objets hein, qui sont un peu entassés, qui sont un peu les uns sur les autres. Par exemple, ici, on a 2 objets qui sont très proches. Et là, justement, avec le réseau Unet, c'est ce que je disais sur la première vidéo, avec le réseau Unet, ici, on aurait du mal à dissocier les deux. Là, ça ne pose pas de problème à YOLO. Il arrive à s'en sortir sans aucun souci. Bon, alors, on va regarder aussi ce que ça donne sur la base de test. Donc là, pareil, j'ai l'inférence ici et j'ai la bonne réponse ici. Donc là, c'est bien, il a détecté. Alors, d'ailleurs, ça tombe bien que j'ai cette image parce que ça va me permettre de parler d'un problème qu'il va falloir régler. Et ce problème, je le réglerai dans la prochaine vidéo. Il arrive assez souvent, quand on affiche les résultats bruts comme ça, qu'il y ait plusieurs rectangles qui soient candidats pour un même objet. On va voir dans la prochaine vidéo comment régler ce problème. On va en regarder quelques autres. Alors là, l'image est un peu illisible. Alors des fois, j'ai un peu forcé le trait sur les modifications des images. Là, j'ai peut-être ajouté un peu trop de bruit. Sur une image comme ça, il s'en sort bien. Là, on a bien notre trophozoïte. Il est là. Et on a les globules rouges qui sont bien détectés. C'est super. Ici, on en a 2 en bas. Alors là, il nous l'a raté. Et ici, il nous a trouvé celui qui est en haut. Bon, ça marche plutôt bien. Bon, là, j'ai été un peu fort sur les modifications d'image. Mais voilà, ça marche plutôt bien aussi sur notre base de test. Voilà, donc les résultats sont plutôt bons. C'est bien, il nous manque encore quelque chose à régler. Alors, par exemple, voir lorsqu'il y a plusieurs rectangles qui sont candidats pour un même objet, on va voir qu'il y a un petit algo pour régler ce genre de problème. Donc ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Et ce que l'on fera aussi dans une prochaine vidéo, c'est voir une fonction de précision, parce que là, on a fait un petit contrôle comme ça visuel. On a vu que ça marche pas trop mal, mais on aimerait bien tout de même faire ça sur un grand nombre d'images. Donc il va falloir automatiser ça. Et on va voir ce qu'on appelle le F1 score. Donc F1 score qui nous permet donc d'évaluer la précision, par exemple, d'un réseau de neurones, mais en fait d'un détecteur de manière générale. Voilà pour cette deuxième partie sur les réseaux YOLO. Bien sûr, comme d'habitude, je laisse tout mon code à dispo. Le lien de mon GitHub est dans la description. N'hésitez pas à jouer avec les seuils, n'hésitez pas à essayer d'autres types d'architecture. On en a vu pas mal sur cette chaîne. Et à mettre les résultats dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt.